Mes parents ne m'ont pas rendu visite à l'hôpital, mais ont dépensé une fortune pour envoyer ma sœur aux Maldives. Quand j'ai arrêté de venir pour les fêtes, ils ont fait semblant d'être surpris. L'odeur de l'hôpital me hante encore parfois, cette combinaison spécifique de désinfectants et de nourriture de cafétéria qui s'imprègne dans tout. J'ai passé 11 jours à la respirer après l'accident, fixant des murs blancs, tandis que mon téléphone restait presque toujours silencieux. 11 jours, c'est long à passer allongé là, avec un fémur brisé, 3 côtes cassées, et une commotion cérébrale, en se demandant si ses parents vont venir. Ils ne sont jamais venus. Je m'appelle Erika, et j'ai 29 ans maintenant. Cela s'est passé il y a 3 ans, mais la blessure semble fraîche chaque fois que j'y pense. Je vis à Portland pour mon travail de graphiste, à environ 4 heures de route de ma ville natale de Sacramento, où mes parents habitent toujours. L'accident s'est produit un mardi matin. Un type a grillé un feu rouge et a percuté ma voiture du côté conducteur. Je me souviens du bruit du métal qui se froisse, de l'airbag qui m'explose au visage, puis de me réveiller dans l'ambulance. Le premier appel que j'ai passé de l'hôpital était à ma mère. J'étais somnolente à cause des analgésiques, à peine cohérente, mais j'ai réussi à lui raconter ce qui s'était passé. Elle a semblé inquiète, a demandé si j'allais bien, et a dit qu'elle verrait ce qu'il pourrait faire. Cette phrase aurait dû être mon premier signal d'alarme. Voir ce qu'il pourrait faire. Comme si rendre visite à sa fille à l'hôpital équivalait à déplacer un rendez-vous chez le dentiste. Mon père a pris le téléphone brièvement. Il a posé des questions sur mon assurance auto, si j'avais obtenu les informations de l'autre conducteur, et si j'avais déjà contacté un avocat. Des questions pratiques. Pas de « nous arrivons tout de suite » ou « nous serons là dès que possible ». Juste de la logistique. J'ai attendu. Le premier jour est passé. Ma collègue, Emma, est venue avec des magazines et des encas. Le deuxième jour, mon meilleur ami, Marcus, a fait le trajet depuis Seattle, un voyage de 3 heures pour s'asseoir avec moi pendant un après-midi. Le troisième jour, mon manager a envoyé des fleurs. Le quatrième jour, la femme de l'appartement d'à accent grave côté, quelqu'un à qui j'avais peut-être parlé 2 fois, a déposé un colis de réconfort. Toujours pas de parents. J'ai rappelé le 5e jour. Ma mère a répondu, et je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, une de ces émissions de rénovation qu'elle adorait regarder. « Salut ma chérie, comment te sens-tu ? » Mieux, je suppose. La douleur est encore assez forte. Ils devront peut-être m'opérer à nouveau à la jambe. J'ai fait une pause, attendant qu'elle propose quelque chose. N'importe quoi. Je pensais que vous seriez peut-être venu me voir maintenant. Il y a eu un long silence. Le volume de la télévision a baissé. Erika, ma chérie, tu sais comment c'est. Le dos de ton père lui fait mal, et je ne peux pas le laisser seul quand il est comme ça. De plus, nous préparons quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Madison le mois prochain, et nous avons été si occupés par les préparatifs. Madison, ma sœur cadette, 25 ans, fraîchement diplômée d'une école de commerce et le centre permanent de l'univers de mes parents. 3 ans de moins que moi, une vie d'avance dans leur affection. Maman, j'ai eu un grave accident. J'ai failli mourir. Ne sois pas si dramatique. Le médecin a dit que tu irais bien. Tu es jeune et en bonne santé. Tu te remettras sur pied en un rien de temps. Cette conversation a duré peut-être 5 minutes de plus avant que je ne trouve une excuse pour raccrocher. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital, à regarder la perfusion, sentant quelque chose en moi se fissurer plus profondément que mes os brisés. Une infirmière nommée Patricia a dû remarquer mon expression. C'était une femme noire plus âgée, avec des yeux bienveillants, qui venait me voir régulièrement. Des problèmes de famille ? A-t-elle demandé doucement. J'ai simplement hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Certaines personnes ne savent pas être présentes, a-t-elle dit en ajustant mon oreiller. Cela en dit long sur elle, et rien sur vous. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Le vrai coup de poignard est arrivé environ 3 semaines après ma sortie. J'étais de retour chez moi, me débattant avec des béquilles, essayant de me débrouiller dans mon appartement au 2e étage et de travailler à distance. Ma jambe était dans un plâtre énorme. Je ne pouvais pas conduire, et chaque mouvement me faisait mal. Emma faisait les courses pour moi, et Marcus m'appelait tous les 2 jours pour prendre de mes nouvelles. Madison m'a appelé un soir, la voix pétillante d'excitation. « Erika, oh mon Dieu, tu ne vas jamais le croire.
Maman et papa m'envoient aux Maldives pour mon anniversaire. Tu te rends compte? 2 semaines dans ce complexe incroyable. Ils ont dit que c'était aussi mon cadeau de fin d'études, puisque j'ai travaillé si dur. Mon estomac s'est noué. Les Maldives? Je sais, n'est-ce pas? Rien que les vols coûtent environ 3 000 € par personne. Ils viennent aussi, ce qui en fait un voyage en famille. Elle a ajouté, enfin, une famille sans toi, mais de toute façon, tu ne peux évidemment pas voyager en ce moment avec l'état de ta jambe. Évidemment. Ils dépensent combien, ai-je demandé, d'une voix neutre. Je ne sais pas exactement, mais maman a mentionné que le voyage entier coûterait probablement autour de 25 000 €. Le complexe est censé être incroyable. Bungalow sur pilotis, plage privée, tout le tralala. 25 000 €. Il ne pouvait pas conduire 4 heures pour me rendre visite à l'hôpital, mais il pouvait dépenser 25 000 € pour des vacances tropicales. Le calcul n'était pas bon, comme disent les jeunes. C'est génial, Mads. Je suis contente pour toi. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué. Les antidouleurs me rendent vaseuse. Nous avons raccroché peu de temps après. Je suis restée assise sur mon canapé, à regarder mon téléphone, sentant cette fissure en moi s'ouvrir complètement. Ce n'était pas seulement de la négligence ou de l'oubli. C'était un choix clair et calculé sur qui comptait dans notre famille, et qui ne comptait pas. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. En grandissant, Madison a toujours été l'enfant prodige, d'excellentes notes, capitaine de l'équipe de volley-ball, présidente du conseil des élèves, la totale. J'étais l'enfant artiste qui obtenait principalement des B, passait ses pauses déjeuner dans la salle d'art, et allait dans une université d'État plutôt qu'une université prestigieuse. Madison a eu une nouvelle voiture à ses 16 ans. J'ai eu la vieille Honda de ma grand-mère avec la climatisation en panne. L'université de Madison a été entièrement payée. J'ai eu 2 emplois et j'ai contracté des prêts. Je m'étais toujours dit que ce n'était pas du favoritisme, juste les circonstances. Ils avaient plus d'argent au moment où Madison est arrivée. Elle avait le besoin de plus de soutien parce qu'elle était plus ambitieuse. Je me suis trouvé des excuses pendant des années, construisant un échafaudage mental complexe pour expliquer l'inégalité. L'épisode de l'hôpital a complètement fait voler en éclats cet échafaudage. J'ai passé les mois suivants à guérir physiquement, tandis qu'autre chose se calcifiait en moi. De la colère, peut-être, ou simplement de la clarté. J'ai commencé à voir la dynamique de ma famille sous un angle différent, comme si j'ajustais l'objectif d'un appareil photo et que soudain, tout devenait net. Thanksgiving approchait. Ma mère a appelé début novembre. Erika, ma chérie, nous avons besoin de ton aide pour planifier le dîner de Thanksgiving. Madison veut faire une version moderne cette année, peut-être une ambiance Friendsgiving, et tu es si créative, j'ai pensé que tu pourrais aider avec les décorations et la mise en place de la table. Je ne viens pas pour Thanksgiving cette année. Silence à l'autre bout du fil. Comment ça, tu ne viens pas? C'est Thanksgiving. Une tradition familiale. J'ai d'autres projets. Quel projet? Avec qui? Des amis. Ce n'était même pas un mensonge. Emma m'avait invité à la célébration de sa famille, et j'avais accepté. Erika, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement sauter Thanksgiving. Regarde-moi faire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais ça faisait du bien. Terrifiant, mais bien. Thanksgiving est passé. Je l'ai passé avec la famille bruyante, chaotique et merveilleuse d'Emma, qui se disputait sur la politique, se serrait trop fort dans les bras, et m'a fait me sentir plus bienvenu en un jour que je ne l'avais été à la table de ma propre famille depuis des années. Mon téléphone a vibré avec des messages de ma mère, puis de mon père, puis de Madison. Je les ai tous ignorés. Noël était le suivant. Même schéma. Ma mère a appelé 3 semaines à l'avance. Erika, nous devons parler de cette attitude. Tu as manqué Thanksgiving, et maintenant tu me dis que tu ne seras pas là pour Noël non plus? C'est exact. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis ton accident, tu es si distante et froide. L'audace de cette déclaration m'a presque fait rire. Depuis mon accident, où vous n'avez pas pris la peine de me rendre visite, tu veux dire? Nous avons expliqué ça. Le dos de ton père était assez bien pour s'envoler aux Maldives 1 mois plus tard. Un autre long silence. C'était différent.
C'était une occasion spéciale pour ta sœur. Et mon hospitalisation n'était pas assez spéciale? Tu es injuste. Nous étions très occupés. J'avais des os cassés, maman. J'étais seul à l'hôpital pendant presque 2 semaines. Tu avais des amis qui te rendaient visite. Madison nous a tout raconté sur tes visiteurs. Donc, ils avaient gardé un œil sur moi, mais sans se soucier assez pour faire partie de ces visiteurs eux-mêmes. Cela m'a piqué d'une nouvelle manière. Je ne viens pas pour Noël. S'il te plaît, ne me le demande plus. Elle a essayé de discuter davantage, mais j'ai mis fin à l'appel. Madison m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit, un long paragraphe sur le fait que j'étais égoïste, que je ruinais les traditions familiales et que je ramenais tout à moi. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Pâques, la fête des mères, le 4 juillet, l'anniversaire de mon père, je les ai tous sautés. À chaque fois, mon téléphone explosait d'appels et de messages allant de la confusion à la colère, en passant par la culpabilisation. Madison m'a envoyé des articles sur l'importance de la famille. Ma mère a laissé des messages vocaux en pleurant, disant que je lui brisais le cœur. Mon père m'a texté que j'étais immature et que je devais surmonter ce qui me dérangeait. Mais voilà le hic, aucun d'eux n'a réellement demandé ce qui n'allait pas. Aucun d'eux n'a dit « Nous sommes désolés de ne pas être venus te voir à l'hôpital ». Aucun d'eux n'a reconnu que leurs actions auraient pu me blesser. Tout tournait autour de la façon dont mon absence les affectait, les dérangeait, perturbait leurs vacances. J'ai commencé à me construire une nouvelle vie. Emma est devenue comme une sœur pour moi, du genre qui est réellement présente. Marcus et son mari, Trevor, m'ont incluse dans leur groupe d'amis, et soudain, j'avais des soirées jeux le dimanche, des randonnées le week-end, et des gens qui m'envoyaient des textos pour savoir si j'avais déjeuné. J'ai commencé une thérapie et j'ai commencé à déballer des décennies de sentiments d'être l'enfant de secours, celle qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Les séances de thérapie ont été plus difficiles que je ne l'imaginais. Le docteur Chen avait cette façon de poser des questions qui me forçaient à affronter des choses que j'avais enfouies depuis des années. Elle voulait que je parle de mon enfance, et au début, j'ai insisté sur le fait que c'était bien, normal, rien de traumatisant. Mes parents ne m'ont pas maltraité, ai-je dit lors de notre 3e séance. Ils m'ont nourri, habillé, envoyé à l'école. J'avais un toit sur la tête. J'ai l'air ingrate de me plaindre de tout ça. La négligence émotionnelle est toujours de la négligence, a dit doucement le docteur Chen. L'absence de quelque chose de nécessaire peut être tout aussi dommageable que la présence de quelque chose de nuisible. J'ai commencé à tenir un journal, sur sa suggestion, y notant des souvenirs, des moments que j'avais écartés ou rationalisés au fil des ans. L'exercice était brutal. Page après page de petites coupures que j'avais fait semblant de ne pas sentir. Comme cette fois, en 4e, où j'ai remporté la 2e place à un concours d'art à l'échelle de l'État. Mon professeur en a fait tout un plat, a dit que j'avais un vrai talent. Je suis rentré à la maison si excité, tenant le certificat et le chèque de 50 €. Ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, ma chérie », avant de se retourner pour aider Madison à réviser son test d'algèbre. Mon père était à l'un des matchs de volley-ball de Madison. Le certificat a fini dans un tiroir quelque part, jamais encadré, jamais mentionné à nouveau. Ou ma remise de diplôme du lycée. Madison était alors au collège, et elle avait un tournoi de volley-ball important le même week-end. Mes parents sont venus à ma cérémonie de remise de diplôme, mais sont partis immédiatement après pour conduire Madison à son match, à 3 heures de route. Pas de dîner de célébration, pas de temps de qualité, juste un rapide « Nous sommes si fiers de toi » avant qu'il ne disparaisse. J'étais allé chez Denies avec des amis à la place, faisant semblant de ne pas me soucier que mes parents aient donné la priorité à un match de sport de collège plutôt qu'à ma remise de diplôme. Le jour de mon installation à l'université. Mes parents m'ont conduite au campus, m'ont aidé à décharger mes affaires, puis sont partis en moins de 2 heures parce qu'ils devaient rentrer pour le dîner d'anniversaire de Madison ce soir-là. Les parents de ma colocataire sont restés la majeure partie de la journée, nous ont emmenés déjeuner, nous ont aidés à aménager notre chambre. Je les ai regardés interagir avec leur fille et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque. De l'envie, peut-être, ou le deuil de quelque chose que je n'avais jamais eu. Tout écrire a rendu le schéma impossible à ignorer. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était toute l'architecture de notre dynamique familiale. Madison était le soleil, et nous autres, des planètes en orbite autour d'elle. Le pire,
c'était de réaliser que j'avais participé à ma propre dévalorisation. J'avais appris très tôt à me faire petite, à ne pas trop demander, à ne pas faire de vagues. Être l'enfant facile semblait être le seul moyen de mériter de l'amour dans un foyer où l'attention était une ressource limitée, déjà allouée ailleurs. Le docteur Chen m'a demandé une fois ce que je dirais à mon moi plus jeune si je pouvais remonter le temps. Je lui dirais qu'elle méritait mieux, ai-je dit. Et puis j'ai pleuré pendant 20 minutes d'affilée. Emma a remarqué les changements en moi. Nous prenions un café un samedi après-midi quand elle en a parlé. Tu sembles différente ces derniers temps, a-t-elle dit. Plus légère, en quelque sorte, mais aussi plus triste. La thérapie me fait affronter des choses que j'ai évitées toute ma vie. Est-ce que ça aide? J'y ai pensé. Oui. Ça fait un mal de chien, mais oui. Emma a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es incroyablement courageuse. La plupart des gens continuent juste à avaler du poison en appelant ça un médicament. Cette image m'est restée. Combien d'années avais-je passé à avaler du poison, en me convainquant que c'était de la nourriture? À cette époque, j'ai commencé à remarquer des choses dans mes amitiés auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. La façon dont Emma se souvenait toujours de ma commande de café préférée. Comment Marcus m'envoyait des articles sur des sujets qui m'avaient intéressé des semaines auparavant. La façon dont Trevor me gardait une place aux soirées jeux sans que j'aie à le demander. Ce n'était pas de grands gestes. C'était de petits actes de considération constants. Ils prêtaient attention. Ils étaient présents. J'avais passé si longtemps à penser que l'amour signifiait lien de sang et obligation. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que le véritable amour pouvait ressembler à quelqu'un qui se souvient que vous aimez le lait d'avoine dans votre latte, ou qui vous envoie un texto pour s'assurer que vous êtes bien rentré, ou qui annule ses projets pour s'asseoir avec vous à l'hôpital. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un à cette époque. Il s'appelait Ben, un urbaniste que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Marcus lors d'un dîner. Il était drôle, gentil, et d'une franchise rafraîchissante quant à son intérêt. Nous avons pris les choses lentement, ce que j'ai apprécié, compte tenu de tout ce que je traversais. Mon anniversaire est arrivé, le 1er mars après que j'ai cessé d'assister aux événements familiaux. Je n'attendais rien de mes parents, et ils ont été à la hauteur de ces attentes, un texto de ma mère à 21h qui disait « Joyeux anniversaire, ma chérie », avec un emoji gâteau. Rien de mon père. Madison a posté une vieille photo de nous enfants sur Instagram, avec une légende générique sur la sororité, mais elle ne m'a pas contacté directement. Pendant ce temps, Emma avait secrètement coordonné avec mes autres amis pour redécorer complètement mon appartement pendant que j'étais au travail. Je suis rentré pour trouver des serpentins, des ballons, une bannière faite maison, et 10 personnes criant « Surprise !». Ils avaient préparé mes plats préférés, m'avaient acheté des cadeaux attentionnés, et avaient passé toute la soirée à me faire sentir célébré. Ben, que je ne voyais que depuis quelques semaines à ce moment-là, m'a offert un kit de fourniture d'art vintage qu'il avait trouvé dans une vente de succession. Tu as mentionné que tu voulais te remettre à la peinture, a-t-il dit quand j'ai eu les larmes aux yeux. On aurait dit que l'univers me disait quoi t'offrir. Comparez cela à mon 25e anniversaire, le dernier que j'ai passé avec ma famille. Mes parents nous avaient tous emmenés dîner dans un restaurant de chaîne. Ils avaient chanté « Joyeux anniversaire », et j'avais soufflé une bougie sur un gâteau de supermarché. La conversation avait principalement tourné autour de la récente promotion de Madison à son stage. J'avais reçu une carte cadeau. C'était bien. Oubliable. Le genre d'anniversaire où l'on est reconnaissant que les gens s'en souviennent, mais où l'on ne se sent pas particulièrement spécial. Cet anniversaire, mon 26e, entouré d'amis qui avaient mis de la pensée et de l'effort pour me célébrer, je me suis senti chéri, vu, valorisé. La comparaison était frappante, douloureuse et éclairante, tout à la fois. Le docteur Chen m'a aidé à surmonter la culpabilité que je ressentais d'être plus heureux sans ma famille. Vous n'êtes pas une mauvaise personne de vous protéger, me rappelait-elle constamment. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Mais la culpabilité était tenace. J'avais été élevé en croyant que la famille passait avant tout, toujours, quoi qu'il arrive. M'éloigner de cela me donnait l'impression de trahir quelque chose de fondamental. Certaines nuits, je restais éveillé à me demander si je n'exagérais pas, si je n'étais pas trop sensible, si je ne devais pas simplement encaisser et y retourner. Puis, je me souvenais de l'hôpital, des 11 jours d'espoir qu'ils franchissent cette porte, de la déception écrasante à chaque fois qu'une infirmière apparaissait à la place de mes parents.
L'humiliation de devoir expliquer aux visiteurs bien intentionnés que non, ma famille ne venait pas. Ils étaient trop occupés. Et la colère revenait, chaude et clarifiante. Je n'exagérais pas. Je réagissais enfin de manière appropriée. Ma thérapeute, le docteur Chen, m'a demandé lors d'une séance pourquoi je me sentais obligé de maintenir des relations avec des personnes qui ne me donnaient clairement pas la priorité. Parce que ce sont mes parents, ai-je dit, comme si c'était évident. Ce n'est pas vraiment une réponse à ma question. Elle avait raison. J'avais fonctionné sur la base de l'hypothèse que famille signifiait obligation inconditionnelle, que les liens du sang l'emportaient sur tout le reste, que je leur devais ma présence, peu importe la façon dont ils me traitaient. Mais assise dans son bureau, en le disant à voix haute, cela sonnait creux. Aux alentours du premier anniversaire de mon accident, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'avais déménagé dans un appartement au rez-de-chaussée entre-temps et j'étais complètement guéri, Dieu merci, car la surprise de la voir à travers mon Judas m'a presque fait trébucher. J'ai envisagé de ne pas répondre. Ma main a plané sur la poignée de porte un long moment. Finalement, j'ai ouvert. Erika. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, avec plus de gris dans les cheveux. Ou peut-être que je n'y avais tout simplement pas prêté attention avant. Nous devons parler. Tu aurais dû appeler avant. Tu ne réponds plus à mes appels. Argument valable. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Mon appartement était agréable. Je l'avais redécoré après avoir déménagé, je l'avais rempli d'estampes d'art, de plantes et de meubles chinés que j'avais moi-même restaurés. Il me ressemblait, d'une manière que ma chambre d'enfant n'avait jamais fait. Maman a regardé autour d'elle, absorbant tout. C'est charmant. Très. Toi. Nous nous sommes assises. Elle s'est perchée sur le bord de mon canapé, comme si elle pourrait avoir besoin de s'échapper rapidement. Ton père et moi nous inquiétons pour toi. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Tu nous as simplement coupé de ta vie, du jour au lendemain. Ce n'était pas du jour au lendemain. Alors, explique-moi, s'il te plaît. Alors, je l'ai fait. J'ai tout déballé, l'hôpital, la solitude, la peur, la douleur, les appels téléphoniques où il trouvait des excuses, le voyage aux Maldives qui a eu lieu des semaines plus tard, le schéma de priorisation de Madison pour lequel j'avais finalement cessé de trouver des excuses. J'ai parlé pendant peut-être 20 minutes d'affilée, tout ce que j'avais gardé en moi pendant plus d'1 an. Elle a écouté. Du moins, elle est restée silencieuse. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Nous n'avions pas réalisé que cela comptait autant pour toi, a-t-elle finalement dit. J'étais à l'hôpital. Je sais, mais tu as dit toi-même que tu avais des visiteurs. Des amis sont venus. Nous pensions que tu allais bien. Pensiez-vous que j'allais bien, ou était-ce simplement plus facile que d'admettre que vous auriez dû venir? Son visage s'est crispé. Ce n'est pas juste. Tu agis comme si nous étions de terribles parents qui ne se sont jamais souciés de toi. Nous t'avons élevé, nous avons subvenu à tes besoins, nous t'avons aimé. M'avez-vous aimé de la même manière que vous aimez Madison? C'est une chose horrible à demander. L'est-ce? Parce que de mon point de vue, les preuves suggèrent le contraire. Elle s'est levée brusquement. Je suis venu ici pour essayer d'arranger les choses, pour être la plus grande personne, et tu me lances des accusations. Tu n'es même pas prête à faire un pas vers moi. Faire un pas vers toi? Maman, tu ne t'es même pas excusée. Tu n'as pas reconnu que tu m'avais blessé. Tu es juste contrarié que je ne me présente plus pour jouer mon rôle dans la famille. Nous sommes ta famille, Erika. La famille, ça veut dire être présent, même quand les choses sont difficiles. L'hypocrisie de cette déclaration, venant d'elle, était presque drôle. Tu as raison, ai-je dit doucement. La famille devrait être présente, même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas pratique, même quand il ne s'agit que d'un trajet de 4 heures en voiture jusqu'à un hôpital. Elle est partie peu de temps après. Pas de résolution, pas d'excuses, pas de réelle reconnaissance de quoi que ce soit que j'avais dit. Juste de la déception que je ne rentre pas dans le rang. Madison m'a appelé quelques jours plus tard, furieuse. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Maman pleure depuis des jours. Papa ne veut même plus parler de toi. Tu as détruit cette famille. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant que tout allait bien. Tu es si égoïste. Tout ne tourne pas autour de toi, Erika. Tu as raison.
Rien n'a jamais tourné autour de moi. C'était un peu ça, le problème. Mon Dieu, tu es impossible. Tu sais quoi? Très bien. Si tu veux jeter ta famille par-dessus bord pour une seule erreur, c'est ton problème. Une seule erreur, Madison? Ils t'ont choisi avant moi toute notre vie. L'hôpital, c'est juste le moment où je l'ai enfin vu clairement. C'est tellement. Tu es juste jalouse parce que je travaille plus dur et que je réussis plus. Il ne s'agit pas de favoritisme. Il s'agit de ton amertume. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Madison ne comprendrait jamais. Elle avait été la bénéficiaire du favoritisme pendant si longtemps que cela lui semblait normal, comme l'état par défaut de l'univers. Lui demander de le voir, c'était comme demander à un poisson de voir l'eau. D'accord, Mads. Tu as raison. Je suis juste amère et jalouse. Tu as gagné. Erika, j'ai raccroché. La deuxième année de mon exil volontaire a été plus facile. La culpabilité s'était en grande partie estompée, remplacée par quelque chose de plus proche de la paix. J'ai passé Thanksgiving avec la famille de cœur de Marcus et Trevor. Noël, c'était avec Emma et sa joyeuse bande. Ben et moi sommes devenus plus sérieux au fil des mois. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un, un gars nommé Ben, qui travaillait dans l'urbanisme, me faisait rire et, surtout, trouvait tout à fait raisonnable que je ne sois pas en contact avec mes parents. Certaines personnes sont toxiques, même sans le vouloir, a-t-il dit un soir au dîner. Tu as le droit de te protéger de ça. Mon anniversaire est arrivé en mars. J'ai eu 27 ans. Emma m'a organisé une fête surprise. 20 personnes sont venues, des amis que j'avais rassemblés au cours des 2 dernières années, des gens qui se souciaient vraiment de moi. Nous avons mangé trop de gâteaux et joué à des jeux de société jusqu'à minuit, et je me suis senti plus célébré que lors de n'importe quelle réunion de famille de mémoire d'homme. Mes parents ont envoyé une carte. Pas d'argent, pas de cadeau, juste une carte avec un message générique espérant que j'allais bien. Madison n'a pas du tout accusé réception. Je pensais que ça m'allait. J'avais construit une belle vie, une vie pleine, sans eux. J'avais des gens qui m'aimaient et qui étaient là pour moi. La famille que j'avais choisie valait mieux que celle dans laquelle j'étais né. Plusieurs mois ont passé. L'été est venu et reparti. Puis, début septembre, ma grand-mère est décédée. C'était la mère de mon père, âgée de 92 ans, et bien que sa mort ne soit pas inattendue, elle m'a quand même beaucoup touché. Grand-mère Linda avait toujours été gentille avec moi. C'est elle qui avait encouragé mon art, qui m'avait dit que c'était bien d'être différente de Madison. Quand j'étais petite, je passais des semaines chez elle pendant l'été, et elle me laissait peindre dans son garage sans jamais critiquer mon travail. Les funérailles étaient inévitables. Je devais y aller. Entrer dans cette église me donnait l'impression d'entrer en territoire ennemi. Mes parents étaient au premier rang avec Madison. Je me suis glissé dans un banc près du fond. Plusieurs parents que je n'avais pas vus depuis des années m'ont fait signe, l'air confus de savoir où j'avais été. Ma tante Suzanne est venue me voir avant le début de la cérémonie. « Erika, ma chérie, tu nous as manqué aux réunions. Où te cachais-tu? » Juste occupée par le travail et la vie. Eh bien, il faut prendre du temps pour la famille. Tes parents se sont tellement inquiétés pour toi. J'ai simplement hoché la tête, n'ayant pas l'énergie d'expliquer que leur inquiétude était arrivée environ 2 ans trop tard. Le service était magnifique. Le pasteur a parlé de la gentillesse de grand-mère Linda, de sa foi, de son amour pour sa famille. Madison a prononcé un éloge funèbre qui a fait pleurer plusieurs personnes. J'étais assise là, me sentant déconnectée de tout cela, comme si je regardais à travers une vitre. À la réception qui a suivi, qui s'est tenue chez mes parents, j'ai essayé de rester invisible. J'ai aidé dans la cuisine, j'ai réapprovisionné les plats de service, je me suis occupé. Ma mère m'a trouvé quand même. Erika, tu es venue. Bien sûr que je suis venu. J'adorais grand-mère Linda. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Ton père le veut aussi. Je l'ai suivi jusqu'au bureau, cette même pièce où l'on m'avait sermonné sur de mauvais bulletins scolaires quand j'étais enfant. Papa était déjà là, l'air mal à l'aise dans son costume. Ils se sont assis tous les deux. Je suis resté debout. Nous avons réfléchi, a commencé maman, à ce que tu as dit à propos de l'hôpital. Et peut-être que nous aurions pu gérer les choses différemment. Aurions pu. Pas nous avions tort, ou nous sommes désolés.
Juste la plus petite reconnaissance que peut-être, éventuellement, leurs actions n'étaient pas parfaites. D'accord, ai-je dit, neutre. Nous voulons que tu reviennes aux événements familiaux. Nous voulons arranger ça. Et à quoi ressemble arranger ça pour vous? Ils ont échangé un regard. Nous passons tous à autre chose, a dit papa. Tu arrêtes de garder rancune. Nous essayons tous de rester plus connectés. Un nouveau départ. Alors, j'oublie simplement que vous avez choisi des vacances plutôt que de me rendre visite à l'hôpital. Je fais comme si des années à être l'enfant de seconde zone n'avaient pas eu lieu. Je me présente au fait, je souris et j'agis comme si nous étions une famille normale et fonctionnelle. Tu es encore dramatique, a dit maman, un ton familier se glissant dans sa voix. Nous essayons, Erika. Nous tendons une branche d'olivier. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être reconnaissante. Et voilà, le vrai problème. Ils voulaient que je revienne, mais à leurs conditions, sans aucun changement réel ni prise de responsabilité. Ils voulaient l'apparence d'une famille unie, sans faire le travail de réparer réellement ce qu'ils avaient brisé. J'apprécie l'offre, ai-je dit avec précaution. Mais je ne pense pas être prête pour ça. Quand seras-tu prête, a demandé papa. Ça fait 2 ans. Peut-être jamais. Je ne sais pas, le visage de maman s'est durci. Alors, tu vas jeter toute ta famille par-dessus bord pour ça? Manquer le mariage de ta sœur un jour? Manquer tes futurs petits-enfants? Tout ça parce que nous ne sommes pas venus te voir une fois à l'hôpital? Une fois. Elle l'a dit comme si c'était un incident singulier et isolé, au lieu d'être l'aboutissement de toute une vie à être traité comme inférieur. Ce n'était pas une fois, maman. C'était à chaque fois que tu as choisi Madison avant moi. À chaque fois que tu as rejeté mes sentiments ou mes réussites. À chaque fois que tu as clairement fait savoir que j'étais l'enfant de secours, celle que vous aimiez par obligation plutôt que par véritable priorité. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, se levant elle aussi. Nous vous aimons, toi et ta sœur, de la même manière. Les actions parlent plus que les mots. Vos actions m'ont crié dessus toute ma vie. J'ai juste finalement commencé à écouter. J'ai quitté le bureau. Madison m'a rattrapé dans le couloir. Très classe, Erika. Faire des funérailles de grand-mère un prétexte pour ton complexe de victime. Je n'en ai fait le prétexte de rien. Ils m'ont acculé. Tu aurais pu simplement accepter de venir à Noël. Ça ne t'aurait rien coûté de leur faire plaisir. Ça m'aurait coûté mon amour-propre. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Honnêtement, on est tous mieux sans toi pendant les fêtes de toute façon. Tu plombes juste l'ambiance avec ton énergie négative. Cela aurait dû me blesser. Il y a quelques années, ça l'aurait fait. Mais là, en regardant ma sœur qui avait bénéficié du favoritisme toute sa vie et ne pouvait même pas le voir, je n'ai ressenti que de la pitié. Prends soin de toi, Madison. Je suis parti. Le trajet de retour à Portland m'a donné le temps de réfléchir. J'avais espéré, au fond de moi, qu'ils me surprendraient, qu'ils me présenteraient de vraies excuses, reconnaîtraient le mal qu'ils avaient causé, montreraient une certaine volonté de changer. Au lieu de cela, ils avaient confirmé tout ce que je savais déjà. Ils voulaient que je revienne et que je joue mon rôle dans leur récit familial, mais ils n'avaient aucun intérêt à examiner pourquoi j'avais quitté ce rôle en premier lieu. Les semaines qui ont suivi les funérailles de grand-mère ont été étranges. J'avais l'impression d'avoir fermé une porte que j'avais laissée légèrement entr'ouverte pendant près de 2 ans. Cette conversation dans le bureau avait été mon test final, et il l'avait complètement raté. Il y avait du chagrin là-dedans, même si ce n'était pas une surprise. Je me suis surprise à penser beaucoup à grand-mère Linda. Elle avait été la seule à sembler remarquer le déséquilibre. Une fois, quand j'avais peut-être 14 ans, elle m'avait prise à part lors d'une réunion de famille. « Tes parents ne le voient pas ?» avait-elle dit doucement, en regardant ma mère s'agiter autour de la dernière récompense de Madison. « Mais moi, si. Tu es spéciale aussi, Erika. Ne laisse personne te le faire oublier. » J'avais balayé ça à l'époque, mal à l'aise avec la reconnaissance de quelque chose que je n'étais pas censé remarquer. Mais elle l'avait vu. Elle le savait. J'aurais aimé lui en avoir parlé davantage avant sa mort, lui avoir demandé si elle avait déjà dit quelque chose à mes parents, si elle avait essayé d'intervenir. Mais peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose. On ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils sont déterminés à ignorer. Le travail est devenu une distraction bienvenue.
J'avais dirigé un important projet de refonte de marque pour une start-up technologique, et m'y plonger me semblait thérapeutique. Ma patronne, une femme nommée Jennifer, qui avait bâti sa propre entreprise à partir de rien, m'a prise à part un après-midi. Tu déchires en ce moment, a-t-elle dit. Le client est ravi de tes concepts. Je pense à toi pour un poste de designer senior que nous allons ouvrir. Intéressé? Une promotion. Une reconnaissance basée uniquement sur mon mérite, mon effort, mon talent. Pas de favoritisme, pas de dynamique familiale, juste moi et mon travail. Absolument, ai-je dit, en essayant de garder une voix professionnelle, même si j'avais envie de pleurer de joie. Tu as l'air surprise, a observé Jennifer. Je suppose que je n'ai pas l'habitude que les gens remarquent mon travail. Elle m'a lancé un regard pensif. Erika, tu as un talent fou. Quiconque ne le voit pas ne fait pas attention, et c'est leur perte, pas la tienne. J'ai eu la promotion 2 semaines plus tard, avec une augmentation de salaire significative. J'ai d'abord appelé Emma. Putain, a-t-elle crié au téléphone. On fête ça. Je t'emmène dîner ce soir. Pas de discussion. Marcus et Trevor m'ont organisé un dîner de félicitations chez eux. Ben est arrivé avec du champagne et m'a embrassé comme si j'avais gagné un Oscar. Tout le monde a prononcé des discours sur à quel point je le méritais, à quel point ils étaient fiers de moi, à quel point mon talent avait toujours été évident. Mes parents n'étaient pas au courant de la promotion. Je ne leur avais pas dit, et ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Cette prise de conscience m'a frappé pendant le dîner. Il fut un temps où ils auraient été mon premier appel, où j'aurais désespérément voulu leur approbation et leur fierté. Maintenant, ils n'étaient même plus dans l'équation. L'absence de ce besoin ressemblait à la liberté. Ben et moi sortions ensemble depuis environ 6 mois à ce moment-là, et les choses devenaient sérieuses. Il avait été patient avec moi, compréhensif au sujet de ma situation familiale sans essayer de la réparer ou de la minimiser. Un soir, allongé dans le lit après avoir célébré ma promotion, il m'a posé une question inattendue. Penses-tu que tu te réconcilieras un jour avec eux? J'ai fixé le plafond, en réfléchissant. Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire qu'ils auront une révélation magique et deviendront des personnes différentes, mais ce n'est pas réaliste. Ils sont ce qu'ils sont. Y retournerais-tu s'ils s'excusaient? Vraiment s'excusaient? Je veux dire, des excuses seraient un début, mais ça ne pourrait pas être que des mots. Ils devraient vraiment changer, me montrer de manière constante au fil du temps qu'ils me valorisent, que je n'étais pas juste l'enfant qu'ils cochaient sur une liste. Je me suis tourné pour le regarder. Est-ce que ça te dérange que je ne parle pas à ma famille? Non. Je pense que c'est courageux. Mes parents sont géniaux, donc je ne peux pas comprendre complètement ce que tu as traversé, mais je peux voir à quel point tu es devenue plus légère depuis que tu as fixé ces limites. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il m'a rapproché de lui. D'ailleurs, ta famille de cœur est plutôt géniale. Je suis honoré d'en faire partie. Je suis tombée un peu plus amoureuse de lui à ce moment-là. Les fêtes sont revenues. 3e année de mon absence aux réunions de famille. Cette fois, la culpabilité était minime. Les parents d'Emma m'avaient officiellement adoptée comme fille d'honneur, et sa mère m'a envoyé une invitation sincère à Thanksgiving, avec une note manuscrite sur à quel point ils appréciaient ma présence. Tu fais partie de notre famille maintenant, lisait-on. Pas d'obligation, juste de l'amour. J'ai pleuré en lisant ça, des larmes laides et cathartiques. Noël, c'était chez Marcus et Trevor, dans leur nouvelle maison. Ils venaient d'emménager ensemble et voulaient recevoir pour la première fois. Environ 15 d'entre nous se sont réunis dans leur salon, échangeant des cadeaux, buvant trop de lait de poule épicé et riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. Marcus a porté un toast à un moment donné. À la famille de cœur, a-t-il dit, en me regardant directement. Aux personnes que nous choisissons et qui nous choisissent en retour. Tout le monde a applaudi. J'étais si pleine de gratitude que j'avais à peine le souffle. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. J'ai rangé le téléphone sans répondre. Plus tard dans la nuit, Ben et moi rentrions à mon appartement à travers les rues enneigées. Il avait bu assez de lait de poule pour être joyeusement éméché, balançant nos mains jointes entre nous. Je t'aime, a-t-il dit soudainement, au cas où je ne l'aurais pas assez clairement dit. C'était la première fois que l'un de nous le disait. Je me suis arrêté de marcher, je me suis tourné pour lui faire face sous un lampadaire.
Je t'aime aussi. Nous nous sommes embrassés tandis que la neige tombait autour de nous, et cela ressemblait à une scène de film, le genre de moment dont je rêvais adolescente, avant que la vie ne se complique. M'éloigner de ma famille avait fait de la place pour ça, pour un amour librement donné, non rationné, pour une célébration authentique, non performative, pour des relations bâties sur le respect et l'effort mutuel. J'avais passé si longtemps à penser que j'étais brisé, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement indigne d'amour en moi qui expliquait pourquoi mes parents choisissaient Madison avant moi, encore et encore. Mais entouré de gens qui me valorisaient, j'ai finalement compris la vérité. Il n'y avait rien qui clochait chez moi. Il n'y en avait jamais eu. C'était eux qui ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient. C'était eux qui avaient choisi de me perdre, et c'était entièrement leur perte à assumer. Le docteur Chen m'a demandé lors de notre séance suivante comment je me sentais à propos de la rencontre. Triste, ai-je admis, mais aussi libre. Je n'arrêtais pas d'espérer qu'ils me prouveraient le contraire, vous savez ? Qu'ils me montreraient que j'avais été trop dur ou que j'avais mal interprété leurs actions. Mais ils m'ont juste prouvé que j'avais raison, encore une fois. Y a-t-il un soulagement là-dedans ? De savoir que vous avez fait le bon choix. J'y ai pensé. Oui, il y en a, la vie a continué. Ben et moi sommes devenus plus sérieux. La famille d'Emma m'a pratiquement adopté. Marcus et Trevor m'ont demandé d'être demoiselle d'honneur à leur mariage, lorsqu'ils ont renouvelé leurs vœux. J'ai eu une promotion au travail. Mon art a commencé à se vendre en ligne, une activité secondaire que j'avais développée pendant ma convalescence. J'ai construit une vie dont j'étais fier, entouré de gens qui me choisissaient chaque jour. Mes parents envoient des cartes pour les fêtes maintenant. Des cartes génériques, du genre qu'on achète en gros. Madison s'est fiancée il y a 6 mois. Elle ne me l'a pas dit elle-même, je l'ai vu sur Instagram. Le mariage est prévu pour l'été prochain. Je n'ai pas encore reçu d'invitation et je doute d'en recevoir une. Parfois, les gens me demandent si je regrette de les avoir coupés de ma vie. La réponse est compliquée. Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette qu'ils n'aient pas pu être les parents dont j'avais besoin. Je regrette que mon enfance ait ressemblé à une audition constante pour une affection que je n'ai jamais vraiment méritée. Mais je ne regrette pas de m'être choisi. Je ne regrette pas d'avoir construit des limites. Je ne regrette pas de m'être éloigné d'une dynamique qui me dévalorisait. La vérité, c'est que ce ne sont pas des gens terribles. Ils ne m'ont pas battu ni abandonné de manière dramatique et évidente. Ils ont juste aimé ma sœur davantage. Peut-être qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Peut-être que dans leur esprit, ils nous traitaient de la même manière. Mais l'intention n'efface pas l'impact. J'ai passé toute ma vie à me faire plus petite pour accommoder leur favoritisme, en me disant que ce n'était pas si grave, que j'étais trop sensible, que famille signifiait accepter les miettes et être reconnaissante. L'hôpital, c'est juste le moment où je n'ai plus eu d'excuses à leur trouver. Les gens parlent du pardon comme si c'était une chose magique qui guérit toutes les blessures. Mais le pardon sans changement, c'est juste de la complaisance. Ils devraient reconnaître ce qu'ils ont fait de mal avant que je puisse le pardonner. Ils devraient me montrer, par des actions constantes au fil du temps, qu'ils me valorisent autant que Madison. Ils devraient mériter leur retour dans ma vie. Ils n'ont rien fait de tout cela. Ils ne le feront probablement jamais. Alors oui, je suis la fille qui ne vient pas pour les fêtes. Je suis celle dont ils se plaignent probablement aux parents, me peignant comme ingrate, difficile ou froide. Ils peuvent être les victimes dans leur version des faits, les parents déconcertés dont la fille les a inexplicablement abandonnés. Mais je connais la vérité. J'étais dans un lit d'hôpital, effrayée et souffrante, et ils n'ont pas pris la peine de conduire 4 heures. 1 mois plus tard, ils ont pris l'avion pour l'autre bout du monde pour l'anniversaire de ma sœur. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans leurs priorités. Je construis maintenant une famille qui me choisit en retour, qui est présente quand les choses sont difficiles, qui célèbre mes succès et me soutient dans mes échecs, qui me fait me sentir valorisé et aimé, suffisamment. Le sang ne fait pas de vous une famille. L'amour, l'effort et une présence constante font de vous une famille. Mes parents ont eu toutes les chances d'être cela pour moi. Ils ont choisi de ne pas l'être. Alors, je me suis choisie à la place. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse.